Salut et bienvenue dans cette EXP classée 18+, avec un contenu exceptionnel. Et on voit ça tout de suite dans le sommaire. T'as vu les accessoires 18+, le porte-manteau, la bougie? Non, j'ai pas vu. Ah, quoique, j'ai peut-être vu Mehdi tout à l'heure qui les a pris. Mehdi? Il a dû préparer le plateau, merci. C'est fermé. Y a personne là. Qu'est-ce que... Non, attends, c'est Mehdi que j'entends. RPG Infinity Ward, Call of Duty Modern Warfare 2. Et tout de suite les news. Non. Mais attends, c'est le sommaire classé 18+. Dernier gros RPG d'Infinity. On commencera bien évidemment avec la critique de Dragon Age Origins. Suivi du showtime qui lui est consacré sur les techniques de séduction. On continuera sur un reportage consacré à The Saboteur. La critique de Left 4 Dead 2. Trois minutes pas plus pour parler d'un RPG 3+. Et on terminera la soirée avec la critique du dernier RPG d'Infinity Ward, Call of Duty Modern Warfare 2. Debout, soldats! Les Rangers passent devant! Allez! Mais c'est quoi ce bordel? Et tout de suite les news. On commence ces news par une petite annonce, celle concernant le contenu téléchargeable à venir pour Resident Evil 5 sur Xbox 360 et PS3. 2 épisodes supplémentaires seront en effet mis à la disposition des joueurs en 2010. Le premier, Lost in Nightmares, sera disponible le 17 février, accompagné d'un premier pack de costumes. Le second, encore sans titre au moment où nous enregistrons ces news, sera lui aussi mis à la disposition des joueurs avec un second pack de costumes, mais à partir du 3 mars. A noter que ces dates correspondent au DLC 360, le DLC PS3 étant dispo avec un jour de décalage. Chacun de ces 4 éléments comprendra 2 nouveaux personnages que l'on pourra jouer dans un mode Mercenaries New Look, baptisé The Mercenaries Reunion. Quant à ceux qui préfèrent les bonnes vieilles boîtes, sachez que l'ensemble de ce contenu sera ajouté au jeu original dans une Gold Edition, mise en vente à partir du 12 mars pour les 2 consoles de salon. I probably went about this all the wrong way. I'm a doctor. I make people better. I just wanted everyone to be okay. On reste dans le DLC disponible sur le XBLA et le PSN avec The Zombie Island of Dr. Ned, dont voici le trailer. Cet épisode sera le premier d'une série destinée aux sympathiques Borderlands de Gearbox Software. Le ou les joueurs, ce FPS étant axé coop, pourront aider le Dr. Ned, une espèce de savant fou, alors qu'il tente de sauver les habitants de Jacob's Cove de leur triste sort. Et comme vous pouvez le constater, les développeurs se sont lâchés, de manière à ce que cet épisode s'ancre encore plus dans l'ambiance cartoon du jeu. Après les ventes faramineuses de Modern Warfare 2, c'est au tour d'Assassin's Creed 2 de parader. Le blockbuster d'Ubisoft a en effet accusé des ventes en hausse de 32% sur la première semaine de sa sortie, soit 1,6 million d'unités écoulées. Sachant que le premier jeu s'était vendu à 8 millions d'exemplaires toutes plateformes confondues dans le monde,
Autant dire que cette suite est bien partie pour cartonner et sans doute s'imposer comme l'une des 2 plus grosses ventes de cette fin d'année aux côtés du jeu Infinity Ward. Allez, on va maintenant conclure ces news avec 2 petites critiques flash. En 2004, James Wan réalisait Saw, un thriller fauché tourné par une toute petite équipe en seulement 18 jours. Sorti en catimini, le film fit un carton au box-office et engendra avec une régularité de métronome des suites toutes plus mercantiles et voyeuristes les unes que les autres, d'un goût douteux qui plus est. À l'insu de son talentueux réalisateur, le genre torture porn était né. En ce très doux automne 2009, alors que tout le monde s'égosille avec le titre ridicule de la 6e mouture de la franchise, Jigsaw nous a aussi gardé quelques pièges pour un jeu vidéo sobrement intitulé Saw. L'histoire met en scène l'inspecteur Tapp. Mais si, vous savez, le personnage interprété par Danny Glover, censé être mort à la fin du premier épisode. Mais bon, ça fait longtemps que les scénaristes de la saga ont jeté la suspension d'incrédulité à la poubelle. Passons sur les détails du scénario parce que les fans du tueur au puzzle s'en foutent royalement. Ce qu'on veut voir, ce sont les pièges mortels. Et là, ça commence à coincer. Parce que 90% du jeu met en scène les passages qui sont les moins intéressants des films, c'est-à-dire des balades dans des couloirs glauques. En fait, il s'agit toujours de trouver une clé pour ouvrir la prochaine porte pour atteindre le piège de fin de niveau. Mais ce qui intéresse le fan pervers de cette série, vous en faites pas, j'en fais aussi partie, c'est de voir les gens souffrir, voir du sang et de la tripaille, sauf que pour avancer dans l'aventure, il vous faudra impérativement réussir des épreuves et donc sauver les gens. Heureusement, il est possible de perdre intentionnellement pour assouvir ses plus bas instincts grâce à un système de sauvegarde automatique qui enregistre la partie presque tous les 10 mètres. Mais bon, les rares pièges ne sont que des ersatz de puzzle game pas très folichons qui ne font jamais monter la pression. Un peu comme si on jouait à Professeur Layton au pays des serial killers. Le jeu est plutôt joli, mais constellé de bugs et handicapé par l'animation de personnages raides comme des piquets. Avouons-le, Saw est loin d'être un bon jeu, bien qu'il soit très jouable, correctement réalisé et propose une bonne ambiance. On commence en effet à s'ennuyer dès le second niveau, où tout ce qu'on a vu dans le tutoriel se répète encore, et encore, et encore. Les combats sont ennuyeux à mourir, les adversaires sont aussi stupides que les personnages des films, c'est dire à quel point ils sont couillons. Ils se jetteront sur vous et vous n'aurez qu'à assonner quelques coups de poing pour en venir à bout. Mais il ne faut surtout pas utiliser d'armes, comme une batte de baseball ou un tuyau, parce que le personnage sera alors beaucoup trop lent et aura bien du mal à se défaire de ses assaillants. Sachant que la mise en scène du jeu est aussi foireuse que celle des films dont il est inspiré, mais que les pièges et le gore y sont moins attrayants, on peut difficilement conseiller le jeu aux fans de Jigsaw. Et les gamers auront tout de suite compris que Saw n'a aucun intérêt ludique. Le voyeurisme sadique fonctionne quand même mieux lorsqu'on est spectateur qu'acteur. Allez, hop, attendons l'année prochaine pour s'enfiler cette nouvelle paire de saucettes. Tu m'as tout piqué, Mehdi. Tu m'as piqué les accessoires, tu m'as piqué la bougie, tu m'as piqué le porte-manteau. Tu t'as ouvert le coffre pour aller les récupérer, le coffre 18+. Et tu me piques donc les accessoires, tu me piques en plus tout le contenu de l'émission. Toutes les critiques, toutes les rubriques, t'as tout piqué. C'est pas qu'à toi déjà. Comment ça, c'est pas... Attends, le porte-manteau, il est dans ma famille depuis plusieurs générations, c'est ma grand-mère qui me l'a filé. Et genre le contenu, ça fait des semaines qu'on travaille dessus avec toute l'équipe. Toi aussi d'ailleurs. C'est mal, Mehdi, c'est mal. Sorti en 2004, Painkiller avait été bien accueilli par la critique et les joueurs. À une époque où les FPS se voulaient toujours plus réalistes, Painkiller envoyait directement à l'époque des Doom et autres Quake un gros flingue, de vastes niveaux et des hordes d'ennemis. 5 ans plus tard, le nouvel épisode, Painkiller Resurrection, n'a rien changé à ce cahier des charges. Resurrection est en fait une extension standalone du jeu original.
On y incarne Wild Bill Sherman, un tueur à gages. Malheureusement pour Bill, son dernier contrat n'a pas très bien tourné. La bombe placée pour tuer sa cible a également fait sauter un bus rempli d'innocents, et Bill avec. Il se retrouve au purgatoire et se voit offrir une chance de se racheter en combattant les légions de l'enfer qui menacent d'envahir le royaume des cieux. L'histoire est racontée par des cinématiques sous forme de planches de comics dont le style recopie sans vergogne celui de la série Max Payne. À noter que le doublage français est particulièrement mauvais, avec des textes à la limite de l'incompréhensible et des acteurs pas convaincants pour un sou. Ce n'est pas très important dans un jeu de ce genre, mais quand même. Le jeu n'étant qu'une extension, il ressemble énormément au premier Painkiller. Le moteur graphique est le même, les ennemis sont les mêmes et les armes sont les mêmes. Que les fans se rassurent, le bon vieux Steg Gun, le fusil à pieu emblématique de la série, est toujours de la partie. La seule nouveauté de Painkiller Resurrection concerne la structure des niveaux. Ceux-ci possèdent désormais une architecture ouverte offrant un peu d'exploration entre deux boucheries sanglantes. Cela n'empêche pas d'avoir le sentiment que l'on se contente d'avancer dans des couloirs en tirant sur tout ce qui se présente. Quelques affrontements avec des boss d'une taille respectable viennent ponctuer le tout, mais n'empêchent pas la routine de s'installer. Bref, si vous frétillez à l'idée d'annihiler des démons et des cultistes sataniques par paquet de 12 à grands coups de Steg Gun, Painkiller Resurrection pourra vous distraire, malgré ses graphismes datés et son gameplay primaire. C'est de ta faute aussi Thierry, c'est toi, tu m'avais dit Dragon Age Origins, habillage XP, tout ça. Ouais, j'avais dit ok, la critique de Dragon Age Origins façon XP dans classé 18+. Voilà. Et là en fait t'as pris tout le contenu de classé 18+, et tu lances tout dans XP. Comme si c'était un EXP genre classique avec ton contenu, etc. C'est limite, c'est limite. C'est pas grave, c'est pas grave. Je sais pas quelles sont les pratiques genre dans Dragon Age Origins, mais je crois qu'il faut pas que tu reproduises les mêmes dans la vie réelle. C'est ça, c'est le jeu en fait. J'en parle. Ok. De tout ça. J'en parle dans la critique. On va voir la critique. Comme certains d'entre vous, j'aurais aimé voir la critique de Dragon Age Origins dans le cadre d'un EXP. Mais Thierry a tendance à garder les jeux les plus remarquables pour son émission. C'est pas grave, grâce à mes méthodes d'incruste, j'ai pu mettre la main sur le dernier gros projet en date de BioWare. Il faut dire qu'après leurs escapades futuristes et soniquesques, cette légendaire équipe de développeurs était fermement attendue sur le terrain de l'Heroic Fantasy. Alors, retour réussi ? Si les choix que Dragon Age vous propose en termes de race et de classe influent clairement sur le scénario, le background, lui, reste le même pour tout le monde. Vous appartenez aux Gardes des Ombres, un groupe séculaire spécialisé dans l'élimination des engences. Des créatures cauchemardesques, largement inspirées des Uruk-hai et autres monstres appartenant au bestiaire du Seigneur des Anneaux. D'habitude, ces serviteurs du mal sévissent en petits groupes désorganisés et se montrent rarement en surface, préférant le darkness des entrailles de la Terre. Mais récemment, leurs activités se sont faites plus violentes et plus fréquentes, et les Gardes des Ombres craignent un nouvel enclin. En gros, une armée organisée et monstrueuse commandée par un archidémon, ravageant tout sur son passage, comme elle a pu le faire à 3 reprises depuis la naissance de l'homme. Votre mission, en tant que garde des ombres, sera donc de réunir les forces de Ferelden afin de repousser cette menace. Et compte tenu des conflits politiques et des discriminations raciales qui enveniment le pays, ça ne sera pas une mince affaire. Un pantin sur le trône, nul ne l'ignore. Avant de se lancer à la rescousse de Ferelden, vous devez créer un personnage. Cela passe évidemment par votre apparence physique, mais aussi par la sélection de la classe et de la race, 2 critères déterminants dans le déroulement de la trame. Après quelques heures passées dans le monde de Dragon Age, on se rend compte qu'il n'y a rien de plus classique en termes de gameplay. On y dirige un groupe de 4 personnes, on remplit des quêtes, on fait du level up et on s'équipe pour mieux remplir des quêtes et faire du level up et s'équiper. Les combats quant à eux sont un mélange de pas mal de titres de BioWare, comme Baldur's Gate ou Mass Effect. C'est-à-dire du temps réel, avec la possibilité de switcher entre les personnages et de stopper l'action, afin de choisir les sorts et les potions qu'on va utiliser. Bien entendu, pour ne pas trop saper le dynamisme des affrontements, il existe un système de macros, disponible en bas à droite de l'écran. Mais les compétences sont tellement nombreuses que les 6 raccourcis deviennent très vite insuffisants. Pour le reste, on a le droit à du bon gros jeu de rôle, avec des dégâts calculés en fonction des stats du perso et de son arme, des classes d'armure et des coups critiques. Au niveau de l'IA de vos compagnons d'armes, on a du lourd, du très lourd. Du trop lourd, concrètement, il est possible de leur faire faire n'importe quoi dans n'importe quelle situation, à travers un principe se rapprochant des gambits de FF12, mais en 2000 fois plus complet et 2000 fois plus compliqué.
Heureusement, il existe des configurations par défaut qui s'enrichissent au fur et à mesure des niveaux pris, même si on est vite amené à personnaliser l'ensemble afin de mieux coller à notre style de combat. L'évolution des personnages, quant à elle, est assez complète. Lors d'un level up, on commence par placer les points d'attribut. Puis on enchaîne sur les talents et les compétences, qui n'ont rien à envier aux autres productions en termes de nombre. On y trouvera entre autres les classiques talents de combat et sorts de magie, mais aussi des compétences pour fabriquer des poisons, des potions et même des pièges. On pourra également, par moment, débloquer une nouvelle spécialisation, sorte de sous-classe qui donne accès à des nouveaux pouvoirs. Il en existe 4 par classe, et elles s'obtiennent en remplissant des quêtes spécifiques ou en demandant à vos compagnons de vous enseigner leurs talents, si ces derniers sont d'accord. Bah ouais, c'est qu'il faut l'aménager toute cette bande. Non, parce qu'un camarade qui vous apprécie, c'est un combattant plus efficace sur le terrain. C'est aussi une relation éventuelle, mais ça, on l'aborde dans Showtime. Quel indécrottable romantique. Avec son histoire très inspirée des classiques de l'heroic fantasy que nous connaissons, Dragon Age Origins n'a pas vraiment de mal à immerger le joueur. Évidemment, le chara-design assez pauvre et le doublage, comme d'habitude, n'aide pas vraiment la cause. Les humains sont-ils tous aussi insupportables ? Reste que le jeu propose des tonnes et des tonnes de centres d'intérêt différents, un gameplay bien réfléchi et une réalisation plutôt solide si l'on accepte les quelques violents bugs qu'on a pu constater. Oui ? On apprécie également les thèmes un peu plus matures abordés ici, comme la discrimination ou encore l'homosexualité. Mais bon, ça reste léger. En termes de durée de vie, le jeu vous prendra définitivement toute une partie de votre temps de sommeil, surtout ceux qui s'inscriront dans un processus de New Game Plus afin de jouer d'autres classes et assister à d'autres fins. Bref, même si sur console HD, Dragon Age Origins est clairement moins appréciable que sur PC, il reste un titre majeur à la hauteur de ce qu'attendaient pas mal de rôlistes. Bon, pour Mass Effect 2, comment on s'arrange, Thierry ? Donc vous venez de voir ce que valait à peu près le jeu. Et il se trouve que ce mois-ci, donc on a décidé de consacrer le Showtime. Showtime justement à ce même jeu, histoire de voir les techniques de séduction. Et vous allez vous rendre compte que c'est pas si facile, un peu comme dans la vraie vie. Ok. Showtime. Ce que j'aime bien avec les jeux BioWare, c'est qu'on a souvent l'occasion d'y vivre une romance virtuelle. Par exemple, je fais partie de ceux qui avaient pris un avatar féminin dans Mass Effect, et je m'étais sorti la petite extraterrestre. Dans Dragon Age, c'est pareil. Et parce que ce soir, je suis d'humeur philanthrope, je vais partager avec vous mes tentatives de serrage. Pour le coup, je me suis pris un elfe guerrier mystique, mûr, beau gosse et propre sur lui. Mes cibles potentielles sont nombreuses. Tout d'abord Morrigan, la sorcière des terres sauvages qui tape directement dans l'œil. Vient ensuite la petite Leliana, une barde relativement timide à qui j'aimerais apprendre 2-3 trucs. Enfin, si tout échoue, je peux toujours me rabattre sur Zebran, l'elfe assassin qui peut s'acoquiner avec tout ce qui respire et qui est à peu près symétrique. J'en suis. Dommage en revanche que je ne puisse pas aller voir du côté de Wynne, la mage d'âge mûr du groupe. Avant toute chose, il faudra discuter longtemps et choisir les bonnes répliques afin d'augmenter la barre d'affinité que j'ai avec chaque personnage. Je suis dans un bordel, alors vous savez. Il faudra ensuite que je les inonde de cadeaux, un peu comme dans la vraie vie. Au bout d'un moment, je pourrais passer aux choses semi-sérieuses, en faisant des bisous. Nous ne sommes pas seuls. Veillons donc à ne pas nous montrer trop intimes. Mais si vous avez une question, posez-la. Et vous souhaitez passer à l'acte en public, est-ce que je vois ? Enfin, une nouvelle option se débloquera avec le temps, et c'est ce qui nous intéresse. Là, j'ai commencé par Morrigan, parce que je suis très brunette en ce moment. Salut, ça ? Nous sommes au camp. Le moment s'y prête donc autant que faire se peut. Ouais, non, en fait, je voulais savoir si t'arrivais à mettre tes genoux derrière les oreilles. Peut-être. Ah ouais ? Voyons un peu ce qu'augure mon naturel capricieux. Qu'en dites-vous ? À ce moment de la discussion, je peux la jouer gentleman ou sauvage. Oh, c'est un interrogatoire ? Comment allez-vous me percer à jour ? Bingo. Et là, vous êtes tous super déçus parce qu'il y a une putain d'ellipse. Il faut savoir que pour la première nuit, on a le droit à une scène presque explicite, mais malheureusement, j'ai bêtement écrasé la sauvegarde. Mais rangez pas les mouchoirs pour autant, hein, j'ai bon espoir pour la barbe. En attendant, Morrigan, faut qu'on parle. Nous sommes au camp, le moment s'y prête donc autant que faire se peut. Eh bien, discutons. Non, mais en fait, c'est pas toi, c'est moi. Vous voulez parler, j'imagine, de notre
badinage? N'y pensez plus. J'ai juste besoin de prendre du recul, de faire le point et d'aller m'encanailler avec d'autres personnes en fait. Puis les métamorphes, c'est franchement pas ma cam. Non, moi je suis plutôt Red Dead. Tiens Leliana, salut, ça va? Je voulais juste vous dire que j'ai réfléchi à ce que vous m'aviez dit et... Qu'est-ce vous aviez que... raison. Ah, toi aussi t'as une quête Je ne voulais annexe? pas l'avouer, même à moi. Bah, mais durant toutes ces années passées à l'Othérim... Bon, ça y est, c'est réglé, t'as vu? Ouais, non, de rien. Comment tu peux me remercier? Je me suis déjà donnée tout entière à votre cause, je n'ai plus rien à offrir. Ben, je sais pas, y a moyen que je te besogne pendant que tu chantes mes louanges en elfique? Il me reste un bout de pain et du fromage du déjeuner. Vous les voulez? Waouh, le désaveu. Qu'y a-t-il? Zevran, bien ou bien? Ok, face à tant d'échecs critiques, j'ai plus vraiment le choix. À défaut de ne pas pouvoir vous montrer du téton, je vais tous nous foutre en sous-vêtements, et on termine là-dessus. Ah tiens, salut Leliana. Dis donc, t'aurais pas tes trucs mensuels de femme là? Tu veux un tampon plus un? High five, Leliana, high five, high five. Non? Zevran? Personne? Bon allez, on remballe maintenant. Voilà, les accessoires à leur place. Dans le couloir, classé 18+. Non mais... Hein? Tu vois la lumière que ça produit là? Bah, c'est la lumière classée 18+. Il y a un brevet dessus. Et tu vois la brûlure là sur mon doigt? C'est classé 18+ aussi. J'y arriverai jamais, mec. Bon, c'était un showtime un peu PG-13 là que tu nous as fait, non? Ouais. Ledge, un petit peu light quoi, Hollywood. Mais malheureusement, donc j'ai écrasé ma sauvegarde, la sauvegarde où tu voyais la scène en question, et après j'avais une sauvegarde vraiment super antérieure, et donc laisse tomber. Mais de toute manière, sincèrement, on t'a rien raté, parce que pendant la scène en question, ils sont juste en sous-vêtements. Bon, c'est un petit peu à la Fahrenheit, ça dure un peu, c'est sur la longueur, on switch de position, doggy style et tout, mais ça reste super léger. Il reste en sous-vêtements. Et ça dépend de ta classe, les positions ou... Alors ouais, tout à fait. Quand t'es un nain, tu peux faire la... Ah oui, bah oui. Ok. Bien. On va peut-être enchaîner maintenant. Ouais, on va voir le reportage, ou plutôt l'interview consacrée au jeu The Saboteur, qui est un jeu Electronic Arts. Genre un petit peu infiltration, espionnage, genre je pose des bombes, etc. Bon oui, on va en savoir un peu plus sur le jeu tout de suite. C'est lors d'une soirée presse s'ingéniant à reproduire l'ambiance du Paris des années 40 que nous avons interviewé Christopher Hunt, directeur artistique sur The Saboteur. Ce jeu, qui propose aux joueurs d'incarner un résistant malgré lui lors de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation de Paris par l'armée allemande, est la dernière production des studios Pandemic, fermée depuis peu par Electronic Arts. The Saboteur, un jeu d'action-infiltration dans un Paris open world, a présenté plus d'un challenge au studio, responsable de classiques tels que Battlezone 2 ou Dark Reign 2. There were two things that were very, I don't want to say they were very difficult, but extremely challenging, as you mentioned. One was recreating Paris, because so many people have seen Paris, and it's such a large city, so diverse, has so much architecture and so much detail that we had to apply to an open world game. That was a really big challenge, but I think we were able to accomplish it. The other type was, on the other hand, was the artistic style. We not only had one, we had two, and in some cases three, and didn't even realize it. So, and that being the low will to fight and high will to fight, and making sure that both of those styles complement one another and work well together. Le Will to Fight, traduit en français par instinct bagarreur, est une innovation visuelle des studios Pandemic qui modifie la perception du joueur. Plus ce dernier avance dans le jeu, plus il redonne en espoir aux Parisiens et ses couleurs à la ville de Paris. Le héros du jeu, Sean Devlin, irlandais de nationalité, se trouve coincé derrière les lignes ennemies. Mais ce dernier n'est pas un militaire, mais bien un pilote de course. Et un peu comme un certain professeur, il finira par prendre part bien malgré lui à la lutte contre les nazis. Our character, even though it's a sort of Indiana Jones style world where you do have the same kinds of action and they do the same things, there are people that are fighting the Nazis not because they're soldiers, but because of some personal experience that they've had with them, and that's the same with our character. The difference is our character is our character all the time. He wakes up, he's that guy. He doesn't have an alter ego. You're not surprised at the kind of things that he does. He does them because that's him. So, and that's also, again, pushing the fantasy of the kind of hero we wanted to portray.
Mais s'il possède à sa façon un petit côté indie, le héros de The Saboteur se distingue surtout pour une autre raison, qui prend toute son importance dans le jeu, c'est un pilote. Racing is a part of our character's background. That's actually how he gets caught up in the whole, in World War II itself. He was a race car driver, and through a series of unfortunate events, ends up working with the French resistance and wanting revenge, but also being able to use his experience as a race car driver to accomplish his missions and, you know, carry out his own aims. So that's something that we really wanted to instill in the game, was to have a kind of the fantasy of racing, having race cars of that era, not only ones that you recognize, but also, you know, taking a bit of a stylized approach. Le monde proposé par The Saboteur est également ouvert et en conséquence, comme dans un GTA, propose des phases de gameplay assez variées. The resistance grows stronger each day. Wherever there is a will to fight. Our main character has relationships with all kinds of different people. People in the French resistance, civilians. You know, he has personal relationships with people that are involved in the game prior to the events that are occurring when you play. So he's not just running around shooting people. You know, I mean, he does that, of course. It's, you know, he's a saboteur. But he's also running stealth missions. He's also running acts of sabotage. Sometimes he's just going and doing a favor for someone else, and that could be just taking an item and bringing it back so he can have a favor done for him in turn. So it isn't just action all the time. You actually have an option of how you want to play the game. I've watched plenty of people, not only here, and some people play action missions that, you know, most of the team would even play as an action mission, but someone plays it with stealth, or someone plays it with, you know, other mechanics that don't require you to just shoot everything down and have large explosions all the time. So you can play almost any way you want within the guidelines of the mechanics that you have. So you won't just see action, you'll see all kinds of different things. Eh bien, c'est tout ce que l'on espère. Nous aurons l'occasion de vérifier ces propos dans 15 jours dans le prochain Classé 18+, avec la critique complète de The Saboteur. Ammunition, explosives. There is no turning back now. In for a penny. In for a fucking pound. Donc on vient de voir l'interview consacrée à The Saboteur et on va enchaîner maintenant sur une critique très attendue puisque c'est une critique un petit peu d'un jeu qui a fait polémique, un petit peu comme le tournage de ce Classé 18+, dont on a tenté de pirater le contenu, mais bon, je vais pas insister là-dessus. C'est Left 4 Dead 2. Ouais. Donc il sort un an après, pile poil, le premier Left 4 Dead. Et en fait, les joueurs qui avaient acheté tout simplement le premier jeu ont tendance un tout petit peu à râler en disant bah, si un 2 qui sort un an après, ça veut dire plus de mise à jour pour notre premier jeu, plus de suivi réellement pour la communauté, etc. Bref, ils se sentent un peu floués. Donc cette problématique est abordée dans la critique. Et on va également quand même en savoir plus sur le jeu. Est-ce que le jeu finalement vaut le coup? Est-ce que tout ce que les développeurs ont ajouté, Valve, ont ajouté dans le jeu en termes de contenu, est-ce qu'il se suffit à lui-même pour justifier la sortie d'un jeu à part entière? Les réponses à toutes ces mystérieuses questions dans la critique. Revenez! Eh merde, ils reviennent pas! Joli succès critique et commercial, Left 4 Dead, développé par Valve et édité par Electronic Arts, est sorti le 20 novembre 2008. Pile poil un an plus tard, sa suite débarque pour 60 € sur Xbox 360 et 40 € sur PC. À l'annonce de cette sortie, à l'occasion du dernier E-Cube, les fans s'étaient offusqués de cette politique éditoriale 100% boursouf. On change les 4 persos, le cadre du jeu, on rajoute quelques armes, une poignée de features et paf! On sort en rayon un jeu vendu plein pot au détriment du développement de mises à jour dédiées au premier Left 4 Dead et donc de la communauté de joueurs. Résultat, un appel au boycott a été lancé par un groupe de joueurs issus de la communauté Steam, qui comprend aujourd'hui plus de 30 000 membres. Ces derniers, fans hardcore du premier Left 4 Dead, reprochent à Valve de ne pas tenir ses promesses en les abandonnant, eux, leur jeu et une certaine éthique jusque-là prônée par le studio. Ils considèrent que le contenu d'un Left 4 Dead 2 est insuffisant pour justifier la sortie d'un standalone vendu au prix fort et qu'il aurait dû faire l'objet d'updates, gratuits ou non, destinés au premier jeu. La durée de vie d'un jeu Valve est d'habitude énorme. Left 4 Dead, avec la sortie de cette suite, n'aura finalement vécu qu'une petite année.
En réponse à cette pression des fans, les dirigeants de Valve, Gabe Newell en tête, ont multiplié les gestes envers la communauté. Ils ont été jusqu'à payer des billets d'avion à certains membres du groupe L4D2 Boycott afin qu'ils puissent tester leur suite tout en expliquant leur démarche et en réaffirmant leur volonté de sortir des mises à jour pour le premier Left 4 Dead. Voilà pour la polémique. Le jeu, lui, reste fidèle à lui-même en proposant un FPS jouable à 4 en coop. Le cadre a légèrement évolué, une donnée restant inchangée, il y a des zombies partout. L'histoire du jeu se déroule une nouvelle fois en pleine invasion zombie et suit les aventures scindées en 5 campagnes de 4 survivants. Si le premier jeu prenait pour contexte la Pennsylvanie, sa suite se situe, elle, dans le sud des États-Unis, de Savannah en Géorgie à la Nouvelle-Orléans. Les 4 précédents protagonistes, Zoé, Louis, Bill et Francis, laissent leur place à Nick, Rochelle, Coach et Ellis. Nick, dans son costard blanc, est un joueur parieur habitué à voyager et à se déplacer rapidement de ville en ville. Rochelle est une jeune femme volontaire travaillant dans les coulisses d'une chaîne d'infos. Alors que l'infection se propage et touche une grande partie de l'équipe de tournage, elle se retrouve en charge d'un sujet sur le centre d'évacuation de Savannah. Mais sa propre survie prend rapidement le dessus sur sa future carrière. Coach est un ancien joueur de football américain dont la carrière fut stoppée net par une blessure. Aujourd'hui, son charisme et son sens du jeu en équipe constituent l'un des atouts majeurs de notre quatuor de survivants. Et enfin, Ellis est un jeune redneck, mécano de métier, prêt à tout pour impressionner ses compagnons d'infortune. 4 personnalités pour un jeu 100% coop, où l'entraide et le timing tactique décideront de leur survie et donc de la vôtre. L'objectif étant toujours de rallier une planque sécurisée en traversant des zones infectées, tout en effectuant cette fois-ci de petites missions, comme le transport de certains objets d'un point A à un point B, de l'essence, un pack de coca et ainsi de suite. J'ai le soldat, on fait demi-tour. Si le changement de personnage et de contexte de Left 4 Dead 2 est en grande partie cosmétique, il s'accompagne heureusement de nombreuses nouveautés en termes de gameplay. Pour commencer, les armes de mêlée font leur apparition. Un katana. En tout, plus d'une vingtaine d'armes et d'objets se dévoilent pour la première fois dans Left 4 Dead 2, dont une dizaine d'armes de proximité comme la batte de baseball, la hache, la poêle à frire et bien sûr la tronçonneuse. Il est évident que ces armes influent considérablement sur les tactiques, et autant le dire tout de suite, le plaisir de jeu. Tronçonner une horde de zombies en tournant sur soi-même est une expérience tout à fait comparable à une seconde naissance, qui rappellera bien des souvenirs émus aux fans hardcore de Doom. Pour équilibrer un peu les deux camps, de nouveaux infectés spéciaux font leur apparition. Outre le tank, le hunter, le boomer, le smoker et la witch, vous devrez donc apprendre à vous confronter au splitter qui crache une flaque de morve verdâtre et mortelle, au chargeur qui, avec son épaule surdimensionnée, charge un survivant pour l'écraser contre le décor, avant de se saisir de lui pour le fracasser au sol jusqu'à ce que mort s'en suive. Et enfin au jockey qui prend son pied en sautant à califourchon sur un survivant pour ensuite le diriger au milieu d'une horde de zombies. À ces 3 nouveaux infectés spéciaux s'ajoute un boomer femelle et la Wandering Witch qui ne reste pas en place pour se mêler et se déplacer avec les autres zombies. Chacune des 5 campagnes comprendra également un nouveau zombie de base, le Riot et son gilet pare-balles, le Worker et son casque anti-bruit l'isolant des mortelles sirènes de la pipe bombe, le Clown, toujours accompagné d'une horde de zombies fascinés par le claquement de ses chaussures démesurées sur le sol, le Hazmat et sa combi ignifugée, et enfin le Mudman qui rôde invisible dans les marais de la campagne Swamp Fever. Outre les campagnes principales jouables en solo, en coop online, voire en split screen à 2 sur la Xbox 360, Left 4 Dead 2 propose un mode versus permettant à un camp d'incarner les zombies en mode survival. À ceci s'ajoute maintenant le mode réaliste. Ce dernier élimine certains éléments inhérents au FPS, comme les silhouettes de ses partenaires qui apparaissent à travers les décors. Et si l'un des survivants meurt, il ne réapparaîtra pas plus loin, enfermé dans un placard, mais devra être sauvé sur le moment à l'aide d'un défibrillateur. Bref, une façon habile et réaliste de renforcer le challenge et la nécessité de jouer en équipe sans augmenter le niveau de difficulté du jeu. Mais le vrai nouveau mode multi est le mode Collect ou Scavenge. Ce dernier, comme le mode Versus, confronte 4 survivants à 4 infectés. Mais les survivants, plutôt que de rejoindre la prochaine planque, doivent cette fois-ci ramasser des bidons d'essence afin de maintenir en marche des générateurs, tandis que les zombies tentent de les en empêcher en faisant exploser des bidons par exemple.
Il est évident que les nouveautés proposées par cette suite auraient pu faire l'objet de mises à jour pour le premier Left 4 Dead. Il est certain que la décision de sortir cette suite est avant tout commerciale. Les joueurs ayant acquis le premier Left 4 Dead ont donc tout à fait le droit de se sentir floués, la durée de vie potentielle de leur jeu étant bien sûr remise en cause par la sortie de Left 4 Dead 2. Ceci dit, le jeu Valve fait une nouvelle fois montre du savoir-faire du studio dans le domaine du FPS et de l'équilibrage multijoueur. On va pouvoir faire un barbecue. L'arrivée des armes de mêlée est un plus incontestable, comme la structure remaniée des missions, demandant plus que rallier un point A à un point B. Visuellement, le jeu est toujours aussi réussi et profite même de légères variations météo en cours de partie. Le travail réalisé sur les bruitages et l'ambiance sonore en général est toujours aussi spectaculaire. En revanche, il est plus que jamais conseillé de jouer à plusieurs, les personnages contrôlés par l'IA s'avérant être de véritables boulets. La gestion temps réel par le fameux IA Director de la difficulté du jeu et des ennemis, des situations rencontrées, fonctionne toujours à merveille et contribue à faire de chaque partie une nouvelle expérience. Toutes les petites nouveautés combinées de ce Left 4 Dead 2 font de ce titre un excellent jeu et surtout un jeu supérieur au premier Left 4 Dead. Left 4 Dead 2 n'en est pas moins un Left 4 Dead 1 Director's Cut vendu plein pot, reniant la politique éditoriale communautaire jusque-là pratiquée par Valve. Son achat dépend donc totalement de votre opinion sur ce constat, de votre passion pour le massacre de zombies et de votre portefeuille. Mais on ne saurait nier que le jeu est bon, très bon même. Putain, ça fait du bien. Moi, tu vois, ça m'énerve ce genre d'état d'esprit, tu vois. Les mecs, un an après, ils sortent un truc, ils te le vendent 70 €. Je comprends la frustration des fans. Et là, t'as les boules, t'as envie de leur crever les yeux avec les dents, tu vois ce que je veux dire? À ce point-là? Ah carrément. ouais, carrément, ils nous prennent pour des vaches à lait. Moi, je suis cash, moi, j'ai pas peur, moi, je vanne pas, moi, je défonce. Ok, on va tout de suite voir 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. C'est nos 3 minutes zen, je crois que Mehdi en a bien besoin. Et peut-être d'ailleurs tous les fans du premier Left 4 Dead. Tout de suite, 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Histoire de fêter la sortie du monstrueux New Super Mario Bros. Wii et son mode 4 joueurs, on a décidé pour ce 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+, de faire un petit saut dans le passé via la console virtuelle. Sorti en 1988 au Japon et 2 ans plus tard aux États-Unis, Super Mario Bros. 3 est un jeu à part à plus d'un titre. Ce jeu de plateforme constitue en effet l'un des moments clés du phénomène Nintendo aux US. Sa sortie, qui rapporta plus de 500 millions de dollars à Nintendo, fut l'objet d'un des plus gros buzz jamais orchestrés pour la sortie d'un jeu. L'un de ses plus gros promoteurs, outre Pepsi et McDonald's, fut en effet Hollywood. Les premières images du jeu furent révélées au public américain via le film The Wizard, vidéo kit chez nous, sorti 4 mois plus tôt par les studios Universal. Ces derniers avaient signé un accord avec Nintendo of America pour réaliser un long métrage autour des compétitions sur la console NES. Le dernier tournoi du film, son point d'orgue, présentait pour la première fois un nouveau jeu NES, Super Mario Bros. 3. Avec ce titre, la série des Mario Plateformes prit une nouvelle dimension en proposant de nouveaux mouvements et l'usage de nouveaux costumes permettant aux personnages contrôlés, Mario ou Luigi, de voler, de flotter et de glisser. Personne n'a oublié par exemple les costumes de raton laveur ou de grenouille. La map, sur laquelle le joueur se déplace, fait également son apparition pour la première fois, celle-ci proposant même d'affronter des ennemis de façon plus ou moins aléatoire, une idée d'ailleurs reprise dans New Super Mario Bros. Wii. Et le gameplay. Super Mario Bros. 3 est sans conteste l'un des meilleurs jeux jamais réalisés par Nintendo et Miyamoto Shigeru. Il a pavé le chemin pour une lignée de suites toutes plus sublimes les unes que les autres, Super Mario World en tête sur Super Nintendo. Il a donné naissance au culte Mario à travers le monde. Sans ce titre, Mario ne serait peut-être pas la star que l'on connaît aujourd'hui, et l'industrie du jeu elle-même s'en trouverait profondément modifiée. Classique absolu, jalon commercial essentiel, Super Mario Bros. 3 a marqué, créé une génération de gamers, tout comme l'histoire de notre média.
Le porte-manteau, il est où? La bougie, elle est où, putain? Mais j'y crois pas, mais j'y crois pas. Alors maintenant, c'est l'heure de regarder la critique du dernier gros RPG d'Infinity Ward, Call of Duty Modern Warfare 2. Alors les studios nous avaient habitués à des RPG un peu plus classiques, centrés autour de la Seconde Guerre mondiale. Et là, bon, ils ont décidé de sortir un deuxième volet à leur série de la guerre moderne, tout ça. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Et il y aura peut-être éventuellement, je sais pas, dans un mois, un Showtime consacré aux romances avec Captain Price. Démarrage international devant Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Plus gros démarrage américain devant Batman The Dark Knight. Plus gros démarrage international pour un jeu vidéo devant GTA 4. Plus gros démarrage pour l'industrie du divertissement français, une nouvelle fois devant le titre de Rockstar. Voilà qui vous classe un jeu. Les recettes générées par Call of Duty Modern Warfare 2 en l'espace de 5 jours, plusieurs centaines de millions de dollars, dépassent l'entendement. Le titre d'Infinity Ward a depuis longtemps délaissé son costume de simple blockbuster pour endosser celui de phénomène planétaire. Pour résumer, l'industrie du divertissement mondial, cinéma, DVD, musique et livres confondus, n'avait jamais connu cela. L'intérêt de réaliser une critique 2 semaines après la sortie du jeu, c'est que l'on a tout le recul nécessaire pour décortiquer les raisons d'un succès qui n'est plus hypothétique, mais bien avéré. Un recul qui va également nous servir à analyser et comprendre les différentes polémiques qui entourent ce Modern Warfare 2. Car à l'instar de GTA 4 il y a 1 an et demi, la sortie du jeu d'Infinity Ward ne s'est pas faite sans douleur. Mais cette fois-ci, les critiques ne sont pas venues de politiciens en quête d'électeurs, de psychologues en mal de reconnaissance, mais bien de la communauté gamer elle-même. Oui, Modern Warfare 2 est un jeu adulte, au cours duquel vous serez amené à vivre pleinement une histoire, à incarner des personnages au destin souvent tragique et face auxquels il est donc impossible de rester insensible. Telle est d'ailleurs la première raison du succès de la saga Modern Warfare, qui fait certes partie de la série Call of Duty, mais qui n'a que très peu de points communs avec ses prédécesseurs. Ne serait-ce déjà qu'en termes de narration. Aux côtés des Russes, nous aurions dû savoir qu'ils nous haïraient pour ça. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et je pensais que nous avions gagné. La première qualité des équipes d'Infinity Ward, c'est en effet de savoir nous raconter une histoire. Pleine de clichés, ok, mais on reviendra dessus plus tard. À l'image du premier épisode, dans Modern Warfare 2, vous n'incarnerez pas un unique soldat, mais plusieurs, issus de différentes unités d'intervention combattant pour le bien des États-Unis. Une nouvelle fois, il s'agira de faire face à une menace terroriste venue de Russie. Une menace qui va vous amener à lutter sur tous les fronts. De l'Afghanistan au Brésil, en passant par la Russie et surtout les États-Unis. Bien entendu, avec le succès déjà important du premier épisode, il n'y avait aucune raison valable pour qu'Infinity Ward revoie sa manière de concevoir son FPS phare. On retrouve donc la même recette ultra efficace qui avait séduit des milliers de joueurs il y a 2 ans. Cette recette est essentiellement basée sur une utilisation intelligente et massive de scripts. S'il est incontestable qu'aucun espace de liberté ne vous est laissé au cours de l'aventure, la mise en scène spectaculaire, la variété de l'action et les multiples rebondissements du scénario compensent largement. Le jeu vous prend à la gorge dès la première minute pour ne vous relâcher que 6 heures plus tard, éprouvé par l'intensité de l'aventure que vous venez de vivre. Ce qui ne signifie pas non plus que vous n'aurez aucun moment pour souffler. Non, bien au contraire, les objectifs varient énormément, tout comme la manière dont vous devrez les atteindre. Infinity Ward alterne ainsi avec brio les scènes d'action pure et les moments d'infiltration, histoire de mieux vous en mettre plein la vue à la mission suivante. Baisse-toi! C'est évidemment aussi là que se situent les limites du jeu puisque vous serez en permanence tenu par la main. Il y aura toujours une indication visuelle à l'écran ou un ordre crié par votre supérieur pour vous indiquer quoi faire. Si vous décidez consciemment de ne pas vous laisser porter par l'action, vous pourrez d'ailleurs déceler les différents endroits où se déclenchent les dizaines de scripts à la minute. Mais ce serait faire preuve de mauvaise foi, tant les efforts des développeurs pour vous impliquer pleinement dans l'aventure sont colossaux. Modern Warfare 2 est également riche en scènes cultes.
Ceux qui ont terminé le premier épisode se souviennent obligatoirement de la fin. La puissance émotionnelle de ce moment démontrait à quel point Infinity Ward avait su cerner ce qu'attendent les joueurs d'un FPS contemporain. Fini le simple shooter boom boom au cours duquel on vous demandait d'aligner les ennemis sans réfléchir. Les exigences sont aujourd'hui changées et la communauté réclame bien plus qu'un jeu défouloir. Vivre jusqu'au bout dans la peau de son personnage, se sentir impliqué par les événements portés par le scénario, ressentir des émotions fortes, tels sont les nouveaux critères à remplir pour s'imposer dans le monde très concurrentiel des FPS. Bien sûr, si l'on vous parle de tout cela, c'est parce que ce deuxième épisode répond à toutes ces attentes. Et ce, dès le premier des 3 actes dont dispose le jeu. Au cours de celui-ci, vous enchaînerez mission spectaculaire sur mission spectaculaire. Descente mouvementée en voiture dans les rues afghanes, randonnée périlleuse en montagne, course-poursuite en motoneige ou encore mission commando dans les favelas brésiliennes. Voilà ce qui vous attend au cours de la première heure et demie du jeu. D'ailleurs, quelque part, c'est de cette surenchère dans l'action qu'est née la grosse polémique entourant Modern Warfare 2. Elle est liée à la 3e mission du premier acte qui prend place dans un aéroport de Moscou. Pour resituer le contexte, vous jouez un soldat américain infiltré chez les terroristes russes. Pour des raisons que l'on va s'abstenir de vous dévoiler, leur chef vous demande d'abattre l'ensemble des civils que vous serez amenés à croiser. N'oubliez pas de Russes. En gros, vous êtes sommé de participer à un massacre. Vous avez alors le choix, enfin, façon de parler. Soit vous contribuez aux atrocités, soit vous vous abstenez, auquel cas vos coéquipiers s'en chargeront pour vous. Il est en revanche impossible de se retourner contre vos amis terroristes, ce qui signifierait le game over immédiat. Autre point important à préciser, vous avancez au ralenti, un choix clairement assumé par les développeurs, vous obligeant à contempler cette scène. Enfin, dernière chose à savoir, le jeu vous propose dès que vous lancez le mode campagne, de simplement zapper les scènes ultra violentes si vous le souhaitez. On vous donne donc la possibilité de jouer à une version tronquée du jeu. Une façon assez grossière de se constituer un alibi face au procès évident qu'allait lui faire l'ensemble des personnes non joueuses ayant eu vent d'une telle scène. Seulement voilà, même le monde du jeu vidéo s'est posé des questions sur la nécessité de cette mission baptisée No Russian. Il convient évidemment de ne pas stigmatiser les joueurs ayant tiré, ni de crier au scandale sur la violence de la mission, mais juste de vous pousser à nourrir une véritable réflexion autour du sujet. Si, au niveau du scénario, cette scène est pleinement justifiée, puisqu'elle est à la base de tous les événements futurs, était-il pour autant nécessaire de donner la possibilité aux joueurs d'y participer ? Certains ont rétorqué que de nombreux films disposaient de scènes autrement plus violentes et choquantes. Vrai, incontestablement. Mais il ne faut jamais oublier qu'il subsiste une différence assez nette entre subir l'action et être soi-même acteur d'un événement comme celui-ci. Finalement, une petite cinématique exposant la situation n'aurait-elle pas suffi ? Pour répondre à la polémique, les développeurs ont depuis exposé leur point de vue. Ils voulaient pousser les joueurs dans leur dernier retranchement, les faire vivre de l'intérieur la scène et voir comment ils réagiraient dans une telle situation. L'intention est louable sur le fond, mais il subsiste incontestablement un certain malaise face à la dureté des événements. Un malaise que l'on se doit évidemment de souligner, même si, comme moi, vous avez tiré sur les pauvres civils. Ce que l'on doit pointer du doigt également, mais qui est pourtant loin d'avoir provoqué une polémique similaire, ce sont les idées véhiculées par le jeu. Cette fois-ci, Infinity Ward n'y est pas allé par 4 chemins en reprenant assez explicitement les déclarations de Bush Jr., à savoir « les conflits, où qu'ils se déroulent, nous regardent ». En gros, nous, Américains, nous nous devons d'intervenir pour rétablir la paix dans le monde. Chaque combat est le nôtre, parce que ce qui se passe ici a de l'importance là-bas. Nous ne pouvons pas rester spectateurs. En soi, cela ne change pas vraiment de ce à quoi on avait eu droit avec le premier épisode. Ce qui est dérangeant en fait, c'est que tout au long du jeu, ces idées sont martelées au cours des cinématiques, faisant la transition entre les missions. Nous pouvons vous offrir la liberté, mais nous pouvons vous apprendre à la conquérir. Vous allez me dire, ouais mais on s'en fout, on n'en tient pas compte et puis voilà. Dans l'absolu, vous aurez raison. Sauf qu'à force d'entendre ce type de propos, les joueurs finissent inconsciemment par les intégrer. D'autant plus que Modern Warfare 2 touche, comme on l'a vu, des millions et des millions de personnes. Tout cela n'est pas anodin. L'heure de faire la légende. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Mettons-nous au travail. Enfin, la dernière polémique soulevée par les joueurs suite à la sortie de ce 6e Call of Duty est liée au fonctionnement de tout l'aspect multi-online sur PC. Pour résumer, Modern Warfare 2 ne supporte pas de serveur dédié.
L'hôte de la partie est en effet désigné, sans que les joueurs aient le choix, par un outil sorti tout droit de l'imagination des développeurs d'Infinity Ward. La conséquence directe, c'est que la majorité des parties accusent un lag très pénalisant et ne peuvent pas tolérer la présence de plus de 18 joueurs. Bref, le mode multi sur PC se limite à des matchmaking façon console qui scandalisent toute la communauté. Ce système met en effet à mal tout le côté pro-gaming, les parties n'étant plus paramétrables à volonté comme par le passé. Le succès du premier Modern Warfare aidant, les développeurs ont donc visiblement changé leur fusil d'épaule. Le but est de limiter cette fois un maximum la liberté de mouvement laissée aux joueurs afin de garder une maîtrise totale sur l'aspect multi. Du coup, une pétition visant à rétablir la possibilité d'utiliser des serveurs dédiés circule actuellement sur le net et a déjà recueilli à ce jour plus de 227 000 signatures. De quoi faire réfléchir. Mais si ce mini-scandale a eu lieu, c'est parce que le multijoueur de la série est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Tout a été pensé pour vous amener à passer des heures, des mois, voire même des années devant le jeu. Le système de progression à base de grades et de modes à débloquer selon son niveau est très ingénieux et vous pousse à essayer de vous améliorer en permanence. Ainsi, plus votre level sera élevé et plus vous aurez accès à des options de customisation intéressantes pour votre avatar. Les développeurs ont de toute façon tout compris à ce qui maintenait l'intérêt d'un multi sur la durée. Il n'y a quasiment aucune chance pour que vous ressentiez un sentiment de lassitude. Les récompenses sont distribuées de manière régulière tout au long de votre parcours, vous obligeant à ne pas lâcher le jeu pour la concurrence. En termes de contenu, vous aurez en plus droit à tout ce que vous pouvez espérer d'un FPS. Des modes de jeu à l'appel, en individuel ou par équipe, à la première et même à la troisième personne, des sets d'armes à paramétrer, des maps nombreuses et surtout intelligemment designées, etc. Bref, vous serez comblé, à part si vous êtes un gros joueur PC donc. Le multi ne se limite pas cette fois-ci aux parties online, puisqu'un mode Spec Ops, jouable en coop online, mais aussi en local sur console, s'ajoute à tout cela. Également jouable en solo, les dizaines de missions proposées vous demandent de remplir tout un tas d'objectifs très précis en un temps souvent limité. Vous devrez par exemple éliminer un certain nombre de soldats ennemis, que ce soit de manière explicite ou en mode infiltration, remporter une course de motoneige ou encore défendre un lieu contre l'envahisseur. Il existe 3 degrés de difficulté pour chacun des objectifs. 1, 2 ou 3 étoiles vous seront ainsi attribuées selon vos performances. Encore une fois, il sera indispensable d'en accumuler un certain nombre pour débloquer toutes les missions. Plus qu'un simple bonus, Spec Ops est un vrai gros mode de jeu à part entière qui vous propose un contenu très varié et un véritable challenge en coop. Bref, encore un ajout majeur pour le jeu qui ne manquait pourtant pas d'atouts. Call of Duty Modern Warfare 2 n'a donc pas fini de faire parler de lui. En bien évidemment, grâce à sa réalisation sonore et visuelle impeccable, tout juste surpassée par Uncharted 2, son gameplay parfaitement pensé, son IA irréprochable ainsi que sa campagne rythmée et intense. En mal évidemment, à cause d'un scénario extrêmement manichéen, flirtant régulièrement avec l'idéologie nauséabonde d'une partie très conservatrice de la classe politique américaine. À cause aussi de la violence de certaines scènes qu'il propose. Et enfin, par la faute d'une campagne encore une fois trop courte, que vous terminerez en 6 petites heures, malgré l'ajout bienvenu du mode Spec Ops. Mais quoi qu'il en soit, Modern Warfare 2 est bien la tuerie annoncée, répondant à tous les espoirs que l'on avait placés en lui. À ce titre, il mérite donc amplement son succès. Allô Mickey? Ouais, c'est moi, ouais. Ouais, ta gueule. Écoute ça. On arrive à No Life avec tout le Roleplaying Gang et on vandalise les autres émissions. Et on appelle ça EXP Tokyo Café, EXP Eden Palace et tout. Comme ça, on met juste l'habillage, puis on se casse pas le cul pour le contenu. Comme ça, ils vont arrêter de nous casser les couilles avec les retards. Ouais, elle est pas belle? Ouais. Vas-y, appelle Oblivion. Ouais, appelle Oblivion. Et dis-lui de ramener des points américains. C'est bien ça. Et tout de suite, les news autoplay présentées par Oblivion. Ça c'est bien ça, il a bien aimé. Et maintenant, la critique RPG 100%. Ouais, RPG 100%, ça j'aime bien ça. Le plateau des sorties du J-Top RPG. J-Top RPG. Je change ça. Et maintenant, le Superplay consacré au dernier RPG. On enchaînera avec la critique RPG d'Oscillation. Ouais,
c'est bien. C'est bien, ça fait du contenu, ça. On terminera la soirée avec le classé 18+, EXP, RPG, EXP. Ouais.